Ok, bonjour à toutes et à tous. On va faire une petite vidéo sur la synthèse des acides gras, où on va tout simplement tenter d'expliquer comment ça marche. Ça serait déjà pas mal. Donc, synthèse acides gras. Alors, synthèse des acides gras, comment ça marche? Donc, tout simplement, déjà, quand on mange trop de glucose, quand on mange trop de glucose, voilà, on va faire toute la glycolyse. On va arriver au pyruvate, qui, catalysé par la PDH, va nous donner l'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA qui va être combiné avec oxaloacétate, donc je vais mettre oxalo, et la citrate synthase va nous donner donc du citrate. Alors qu'est-ce qui va se passer pour qu'on forme du gras? En fait, si on mange trop de glucose et on fait beaucoup tourner le cycle de Krebs, hein, parce que je l'ai, voilà, hop, le cycle de Krebs, ce qui va se passer, c'est qu'on va former beaucoup d'énergie. Et si on n'utilise pas cette énergie, du coup, en fait, on va créer progressivement des bouchons parce qu'on aura beaucoup d'énergie et donc une grosse accumulation de molécules diverses comme l'oxalo, le citrate, l'acétyl-CoA ou les autres intermédiaires du cycle de Krebs. Et il s'avère que le citrate, c'est un petit peu, on va dire, l'entrée du cycle. C'est-à-dire que c'est un peu le premier élément qui permet tout, on va dire, entre guillemets, même si l'acétyl-CoA est très important. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que si on a trop de citrate et qu'on bouche l'autoroute, c'est un peu le citrate, il va être un peu en début de bouchon. Et bon, le corps, il va se dire, allez, flemme d'attendre que ça se solidifie, et en fait, il va pas se faire chier. Quand il y a trop d'énergie et qu'il y a trop de citrate, au bout d'un moment, il va se dire, bon, allez, hop, je fais une nouvelle route, et cette route, ça va être la synthèse des acides gras. Donc on va dire que le citrate, il est là, et il se dit, bon, allez, je me casse. Donc le citrate, il sort de la mitochondrie, donc il passe ici, et ce citrate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, bon, allez, je vais me transformer en acétyl-CoA à l'extérieur de la mitochondrie. Et donc, c'est ce qu'il va faire tout simplement. Donc, en fait, le citrate qui est ici, par le biais donc d'ATP, d'HSCoA, et par le biais de la citrate lyase, donc on voit en fait que, on va voir ce que ça fait en fait. Par le biais de la citrate lyase, il va nous donner un acétyl-CoA dans le mytoplasme, dans le cytoplasme, pardon. Et qu'en plus, des produits de la réaction, eh bien, ça va être l'oxaloacétate. Et là, déjà, on voit qu'il y a un truc qui est assez beau, entre guillemets, c'est qu'on voit qu'en fait, c'est un peu un cycle de Krebs inversé, en fait. Là, on devient comme ça. Bam. On a sorti le citrate et on fait un sorte de back en arrière. Donc, ce qui est super, c'est que cet oxaloacétate qu'on a reformé, il va pas être gâché. Il va être pris en charge par une autre enzyme qu'on va appeler la malate déshydrogénase, je mets MDH. Et cette malate déshydrogénase, elle va consommer un NADH+, donc c'est-à-dire qu'elle va consommer du pouvoir réducteur. Et donc on va avoir une perte d'énergie dans un premier temps, donc pour donner finalement le malate, puisque c'est son rôle à la malate déshydrogénase. Cette malate déshydrogénase, ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir donc consommer un NADH+, un NADPH+, pardon, et reformer du pyruvate. Et ce pyruvate, tu vas pouvoir directement rentrer dans la mitochondrie par le biais du sympore PIRH+, et donc être repris en charge par la PDH, redonner de l'acétyl-CoA et continuer le cycle de Krebs. Bref, là c'était un peu la boucle qui permet de réutiliser ce qu'on a entre guillemets perdu quand on a fait la transformation citrate en acétyl-CoA par la citrate lyase. On voit qu'il n'y a rien qui est perdu, puisqu'on reforme de l'oxaloacétate, du malate et du pyruvate qui peuvent être utilisés à nouveau dans le cycle de Krebs. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est surtout à cette partie. Tac. Puisque c'est cette partie qui va nous former les acides gras. Donc on va réécrire ça tranquillement. Donc on va dire que le citrate, hop, en faisant intervenir ATP plus HSCoA, eh bien il va nous former de l'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA, il va pouvoir être à son tour pris en charge par une enzyme qui va être donc l'acétyl-CoA carboxylase.
Quand il y a en plus la présence d'ion bicarbonate, donc d'HCO3-, et de plus, comme c'est une carboxylation, on a du CO2 qui intervient et de l'ATP. Et donc, quand on a l'acétyl-CoA plus les ions bicarbonate plus le CO2 et l'ATP, on va former du malonyl-CoA. Et ce malonyl-CoA, enfin cette réaction qui forme le malonyl-CoA, elle est irréversible et elle est régulée. Elle est régulée comment? Elle est donc inhibée par quoi? Elle peut être inhibée cette réaction si on réfléchit. Bah, qu'est-ce qui force la synthèse des acides gras? C'est quand on mange trop, donc c'est quand il y a beaucoup d'insuline. Tandis que quand on va faire la synthèse de glucagon, le glucagon c'est un message comme quoi on est en période de jeûne et donc il faut remobiliser des sources d'énergie pour avoir une glycémie stable. Donc qu'est-ce qui va faire le corps? Et pour former de l'énergie accessoirement, eh bien c'est tout simplement qu'il ne va pas synthétiser des acides gras s'il est en période où il a besoin d'énergie. Il ne va pas utiliser de l'énergie à synthétiser des choses s'il a besoin lui-même d'énergie. Donc il va être inhibé par le glucagon, tout simplement, glucagon, et il va être activé par donc l'insuline et le citrate, puisque le citrate, comme on l'a dit, c'est ce qui force un peu le passage à une nouvelle création d'autoroute. Et ça, on verra après, mais en fait, celui-là, le glucagon, il peut être aussi inhibé par donc le produit de la synthèse des acides gras. Quand il y en a trop, il peut l'inhiber, qui est donc le palmitoyl-CoA. Donc ça, c'est les premiers petites généralités. Maintenant, ce malonyl-CoA, ce qui est sympa, c'est que ce malonyl-CoA, qui est là, malonyl-CoA, il va pouvoir être pris en charge pour former des acides gras par l'acide gras synthase. Et donc on va faire un point rapide sur cette acide gras synthase, puisqu'en fait c'est une enzyme. Donc hop, c'est une enzyme qui est un dimère, en fait, elle est composée de deux sous-unités. Donc d'une sous-unité en bas ACP. Cette sous-unité ACP, elle va contenir trois sous-unités, enfin quatre plutôt. Elle va contenir trois sous-unités donc qu'on va appeler bêta-CR, après DH pour déshydrogénase, et enfin ER pour énoyl réductase. Donc bêta-CR c'est bêta-cétoréductase, DH déshydratase et ER énoyl réductase. Et en fait ce qui va se passer c'est que dans ce qu'on va voir dans la catalyse de cette enzyme, on va voir qu'il va y avoir l'intervention successive de ces trois enzymes pour aboutir à notre composé final. Donc ça, c'est la sous-unité du bas. Et en haut, on a une autre sous-unité qui est composée donc de trois domaines. Donc un peu comme ici. Donc on va avoir le domaine MT qu'on va appeler malonyltransférase. On verra à quoi il sert. Le bêta-CS pardon, pour bêta-cétosynthase. On verra à quoi ça sert aussi. Et enfin AT pour acétyltransférase. Donc ça, c'est la généralité sur cette enzyme, tout simplement. Et cette enzyme, il faut savoir qu'elle marche de manière tête-bêche avec une enzyme similaire. Enfin, c'est vraiment là, en fait, c'est la même enzyme, mais qui est agencée tête-bêche à elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si elle est tête-bêche, ça veut dire qu'en fait, ici, on n'aura pas ACP, ACP sera en haut, et là, on aura nos ensembles MT, bêta-C, S et AT. Et en fait, elles vont marcher comme ça, deux par deux, tac, et tac. Et du coup, maintenant, on va explorer rapidement euh, comment cela marche. Donc, comment cela marche? Donc, dans un premier temps, on va avoir donc le MT qui est malonyltransférase. Donc, je vais dessiner ici. La malonyltransférase, ce qu'elle va faire, je réécris juste ça, ACP, la malonyltransférase, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement, dans un premier temps, transférer le malonyl sur la première sous-unité qui est juste ici. Donc là, je vais mettre malonyl-CoA. Seconde étape, l'acétyltransférase, elle va prendre un acétyl-CoA qu'on est en train de former en masse parce que justement il s'accumule au passage dans le cycle Krebs et il va être transféré sur la sous-unité ACP. Maintenant, première vraiment réaction, on va dire, c'est qu'on va avoir la bêta-cétosynthase. Comme elle dit, ça va synthétiser un cétoacyle qui va tout simplement faire une condensation du malonyl et de l'acétyl. En gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déplacer le malonyl sur la sous-unité ACP, et donc ce malonyl va se combiner avec l'acétyl-CoA pour donner un cétoacyle.
Donc c'est assez simple. Du coup, on a MT, bêta-CS et AT. Et du coup, on a, donc ici on n'a plus rien. Et là, on a la formation du coup d'un cétoacyle, puisqu'en fait, ça résulte de la condensation par bêta-CS de l'acétyl-CoA et du malonyl-CoA. Donc toujours ACP, hein. Voilà, on n'oublie pas. Puis, deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, deuxième étape, c'est l'étape de l'intervention des trois sous-unités qu'on a vues ici, donc la bêta-cétoréductase, puis la déshydratase, puis l'énoïl réductase. Donc, successivement, on va avoir ces trois réactions qui vont nous donner la formation d'une nouvelle molécule, forcément, puisqu'on a eu un ensemble de réactions qui a transformé le cétoacyle. Le cétoacyle, il va être transformé en cette molécule. Donc avec une cétone, CH2 deux fois, et un CH3. Et on voit que ça commence à ressembler du coup à un acide gras, tranquillement. Aussi, on peut préciser que cette réaction, elle est importante parce que euh, oula, cette réaction, elle consomme 2 NADPH pour redonner du NADP. Et pourquoi c'est important? C'est parce que le NADPH, on voit que c'est quelque chose qui est utilisé donc dans la synthèse des acides gras, puisque c'est quelque chose qui est majoritairement synthétisé par la voie oxydative du métabolisme des pentoses. Enfin, dans la voie des pentoses, tout simplement. Et donc, réaction très importante puisqu'on utilise 2 NADPH. Donc on voit qu'on utilise de l'énergie pour former des acides gras. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh ben, c'est tout simplement la dernière étape, c'est que ces deux sous-unités qu'on a eues juste là, qu'on a créées, eh bien en fait, on va juste avoir un transfert, c'est-à-dire que l'ACP, il va se libérer de tout ça, et cette molécule va aller se transformer sur la sous-unité 1 de base. C'est-à-dire qu'on a MT, bêta-CS et AT. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on retrouve ici, du coup, maintenant, notre nouvelle molécule. CO, CH2, CH2 et CH3. Et du coup, sur la sous-unité ACP, on n'a plus rien. Sauf que là, on se dit, c'est fini et tout. Sauf que non. Puisqu'en fait, ces ensembles d'étapes qu'on a fait de 1 à l'étape 3 maintenant, eh bien, on va les faire 7 fois pour former un palmitoyl-CoA. Et comme je l'ai dit ici, un palmitoyl-CoA, si on en a trop, eh bien, ça va être un inhibiteur de cette enzyme, parce que ça va servir à rien au bout d'un moment d'en faire de trop. Et donc voilà, c'est ça qui se passe. Et on fait donc 7 fois cet ensemble de réactions. C'est-à-dire que là, en fait, on va pas bouger. En fait, ici, on va garder la même base. Mais quand on va refaire la réaction, on va rajouter un acétyl-CoA ici. Et on va refaire l'ensemble de réactions qu'on a fait juste précédemment. Donc voilà, c'était comment on synthétise des acides gras. Et quand on a fait 7 fois ça, on ressort du coup avec un palmitoyl-CoA. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.